Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Femme, être femme, quelle femme êtes-vous? Femme ambitieuse, femme capricieuse, femme talentueuse. Aujourd'hui, nous accueillons Raïssa. Bonjour Raïssa. Bonjour Nilda. Alors Raïssa, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Raïssa, j'ai 32 ans et je suis entrepreneur à Tamatave. Super! Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, de tes parents, d'où est-ce que, comment tu as grandi, le contexte où tu as grandi? Je suis née à Mbatunda-Sak, pas vraiment à Mbatunda-Sak, mais dans une petite ville qui s'appelle Manakambaïn-Ouest. C'était dans la brousse. On a vécu là avec mes parents jusqu'à mes 6 ans, je pense. Avant de déménager à Tamatave, j'ai fait toutes mes études ici à Tamatave, la primaire, le secondaire, l'université. J'ai toujours vécu ici. Contexte familial, je dirais que je viens d'une famille assez modeste. Mes parents sont tous les deux professeurs d'école. Donc, j'ai grandi dans une famille modeste, comme j'ai dit, mais on ne manquait de rien. C'était une maison chaleureuse, on avait beaucoup d'amour entre nous. Comment était papa et comment était maman? Papa, il était sévère sur les études, je dirais. C'était sans discussion avec lui, c'était faut étudier pour réussir dans la vie. Maman, c'était pareil. Maman, c'était plus elle qui dirigeait la maison. C'était autour d'elle qu'on tournait. C'était elle je dirais pas la boss, mais c'était elle on tournait autour d'elle. Et je dirais que j'ai plutôt grandi dans une bonne ambiance familiale, une famille unie et soudée. Et tu penses que tu ressembles plus à ton père ou à ta mère par rapport au caractère et qu'est-ce que... En caractère, je pense que je ne ressemble à aucun d'eux. Je pense que j'ai forgé mon propre caractère dans le sens où mon père, il était sévère sur les études, mais il n'était pas très sévère sur tout quoi. Je dirais qu'il était compréhensif en tant que parent. Il ne jugeait pas, comment je dirais, il n'était pas sévère, il ne nous frappait pas. Il était, je dirais, patient avec nous, il nous gâtait de temps en temps. Et c'était ça. Et ma mère, c'était elle, je dirais, la plus sévère des deux, mais pas vraiment très sévère non plus. J'ai une sœur, mais on n'a pas vécu dans la violence ou dans les coups. On n'a jamais été frappé. J'ai pas de souvenir de ça, d'avoir été frappée par mes parents pour les bêtises d'enfance. En fait, c'était des tapettes, quoi. Mais c'était pas des fessées, comme on dit. C'était léger. Dis-moi, est-ce que tu as une personne qui t'inspire à part tes parents? Une personne qui m'inspire et qui m'a inspirée vraiment, c'est Michelle Obama. C'est quand j'ai lu son livre, que tu m'as d'ailleurs prêté. Ça m'a beaucoup inspirée et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, quoi. C'était le genre de femme que je voulais devenir, que j'aspirais à être. D'accord, merci. Et dis-moi, pour toi, c'est quoi être une femme, justement? Être une femme, je dirais, c'est le choix de chacune de nous. Okay? Tu peux choisir la femme que tu veux. Tu peux choisir d'être la femme au foyer, d'être une maman, t'occuper de tes enfants, de ton foyer, de ton mari, ou être une femme qui se focalise sur un objectif de vie, sur une carrière, une ambition ou des objectifs genre faire le tour du monde ou réaliser quelque chose dont tu seras fier.
Mais être une femme aussi, ça peut être les deux. Avoir un foyer et réaliser en même temps tes rêves, tes projets, sans pour autant devoir choisir entre les deux. Et toi, c'est ce que tu as choisi actuellement? C'est ce que j'ai choisi actuellement. Et quel est le défi que tu as vécu en tant que femme? L'un des plus grands défis que tu as vécu, quoi? L'un des plus grands défis en tant que femme, pour moi, ça a été d'être maman. Ça a été d'être maman. Quand on était petite, ça a été mis dans nos têtes, en fait. Être femme, c'est se marier, avoir un enfant à tel âge, s'occuper de ses enfants, de ses maris et tout. Mais après, quand moi j'ai eu ma fille, ça a été un gros défi. C'était waouh, c'est ça être maman. Waouh, est-ce que je vais m'arrêter là ou est-ce que je voudrais encore avoir d'autres enfants? Ça a été le grand défi pour moi de décider entre avoir un deuxième enfant ou avoir juste un enfant unique. Justement, parlons un peu de ce contexte-là quand tu as eu ta fille. Le plus gros challenge là, c'était que tu étais seule à l'élever. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet épisode justement? Comment tu l'as vécu? Comment tu as fait pour t'en sortir et ne pas perdre le moral et toujours te battre, quoi? Oui, ça a été un gros défi parce que j'ai dû élever ma fille seule, mais pas vraiment seule parce que il y avait mes parents qui étaient là pour me soutenir. Donc, je peux dire que je n'ai pas vraiment été seule à l'élever, mais c'était plus le jugement des autres qu'il fallait passer outre. Mais ça, j'ai réussi à passer outre de ces jugements des autres du fait d'être mère célibataire. Et ça m'a plus que motivée à prouver à moi-même et aux autres que je pouvais m'en sortir en étant une mère célibataire. Et je dirais que ça a été une bonne chose pour moi, dans le sens où ça m'a poussé à évoluer dans ma vie pour ma fille, dans le sens où je voulais un avenir meilleur pour elle, comme toutes les mamans, j'imagine. Donc là, tu te dis, je dois me battre pour ma fille, c'est ma raison de vivre, je dois réussir, quoi. Si ce n'est que pour elle, pas juste que pour moi. Est-ce que tu penses qu'on peut tout avoir comme les hommes? Par exemple, grande carrière, une vie de famille, une vie amoureuse. En fait, eux, ça fait comme ça, quoi. Nous, les femmes, des fois, on doit choisir ça. Il y a des sacrifices à faire. Est-ce que tu penses qu'on peut tout avoir? Oui, je pense qu'on peut tout avoir, tout dépendant de ta volonté, de ton envie de le faire, quoi. Mais après, il n'y a pas de limite d'âge, genre tu ne peux faire ça que jusqu'à tel âge, tu ne peux faire ça que dans ce laps de temps. Je pense qu'on peut tout faire. On peut faire tout ce qu'on projette de faire si on se donne la peine de le faire. Et justement, pour toi, c'est quoi la réussite alors? La réussite, c'est quand tu te dis que ouais, je l'ai fait, quoi. J'ai réalisé un truc que moi je voulais faire dans la vie. Même si ça a pris du temps, même si ça a été en court terme, même. Je pense que c'est ça la réussite. Et ta plus grande réussite est? Je dirais que j'ai plusieurs grandes réussites. Je dirais c'est déjà le fait d'avoir comment dirais-je, d'avoir donné naissance à ma fille tout en sachant à l'avance que j'allais l'élever seule, d'avoir passé outre le jugement des autres par rapport à cet événement-là. Et après, d'avoir quitté mon travail pour me lancer dans mon propre projet, que je sois maître de mon
mon destin, je dirais. Genre, ne plus travailler pour quelqu'un, mais travailler pour moi. Je pense que ce sont ces trois-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta réussite en tant que... c'était quoi déjà le concours? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ce que tu as vécu à ce moment et les challenges que tu as vécu? Oui, oui. En fait, j'ai toujours été une grande sportive dans la vie, je dirais. J'ai commencé avec la natation que j'ai pratiquée pendant, je dirais, toute la fin de mon enfance, vers la fin de mon adolescence, jusqu'à mes 14-15 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné le volleyball. Le volleyball, c'était une grande passion pour moi parce que je l'ai pratiqué pendant presque 10 ans de ma vie. C'est une grande passion. Et après, j'ai découvert la musculation. Et ça, je dirais que c'était le plus waouh de tout ce que j'ai fait comme sport. C'était mon préféré, quoi. C'était vraiment autre chose. Et la musculation, c'est un ami à moi qui m'y a poussé, je dirais, parce que c'était une chose qui ne m'intéressait pas au début, je dirais, parce que la musculation, pour moi, c'était devenir très musclé. C'était pas quelque chose de féminin, quoi. C'était comme tout le monde pense, quand tu fais de la muscu, tu vas devenir très musclé, très trapu, tu vas... Comme un mec. Comme un mec. Ok. Mais au fur et à mesure du temps, ça a apporté beaucoup de choses pour moi, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Déjà, ça m'a enlevé plein de complexes dans la vie que j'avais sur mon corps. Et ça m'a poussé dans mes limites, quoi. Waouh, j'ai réalisé des choses que je ne pensais pas un jour pouvoir réaliser. Genre, déjà participer à une compétition où tu es en bikini. Tu es en bikini et en plus à l'étranger. Et devenir très musclé, très sec. Jamais dans ma vie, j'aurais cru que je ressemblerais à ça pour un moment, parce que ça ne dure pas à ressembler à ça quand tu prépares une compétition. Et non, la musculation, ça a changé beaucoup de choses en moi et ça a apporté beaucoup dans ma vie. Et justement, quand tu as fait ce concours-là, tu n'as pas eu des critiques, des trucs, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as dévié parce que tu as fait aussi tes études de droit à cette époque. Oui. Ouais. Ah non, c'était très critiqué. C'était très critiqué le fait d'avoir préparé la compétition, parce que c'était toute autre chose, quoi. Et je dirais que c'était la première fois à Mada qu'une fille sortait de l'étranger pour participer à un concours de culturisme. Et il y a eu beaucoup de critiques, j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de gens qui me jugeaient sans trop savoir les sacrifices et tous les efforts que ça demandait derrière. Les gens voyaient juste ma photo sur les réseaux sociaux en bikini, hyper musclé, patati patata, mais derrière, ils ne voyaient pas les sacrifices et les efforts qu'il a fallu faire pour en arriver là. Mais moi, je ne répondais pas à ces critiques-là. Je leur disais, c'est mon choix. C'est mon choix. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, mais acceptez, c'est mon choix. J'ai décidé de le faire. Je me suis fixé cet objectif. C'est un objectif pour moi. Et je le fais plus pour moi que pour vous. C'était ça. Donc, assumer ses choix et foncer. Oui, donc, fermer les oreilles. Fermer les oreilles. Assumer ses choix et foncer. C'est tout. Donc, selon toi, Raïssa, quelles sont les forces et les talents qu'une femme devrait développer pour réussir et pour justement atteindre ses objectifs? Je dirais déjà bien être sûr de ses objectifs. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux vraiment faire. C'est quoi? C'est ça, être sûr de ce que tu veux faire.
s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui vont te soutenir, qui vont aller dans ton sens, en qui tu as confiance, je dirais. Et c'est pas forcément plusieurs personnes à la fois. Ça peut juste être une personne, deux personnes. Et ensuite, je dirais, avoir la niaque. Avoir la niaque pour le faire. J'adore. Et c'est quoi ton échec, ton meilleur raté, on dit, du coup? Le meilleur raté. Ouais, l'échec le plus cuisant que tu as vécu. Cuisant, voilà, l'échec le plus cuisant. Cuisant, c'est un échec, ouais. Avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà dire que j'ai une philosophie dans le sens où il n'y a pas d'échec, mais il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. Parce que tous les choix que tu as fait dans ta vie t'ont mené là où tu es aujourd'hui. Donc, si tu avais fait d'autres choix, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Que ces choix ont été des échecs ou des réussites. Si tu n'étais pas passé par ces choses-là, tu n'en serais pas là où tu es aujourd'hui. Donc, c'était je dirais c'était au niveau du culturisme, de la musculation, parce que je venais de remporter un titre d'un concours de Miss Bikini à La Réunion. Donc, j'étais championne, je suis rentrée avec la médaille d'or. Toute fière, la fierté du pays, de mes amis, de mes parents, de tout ce qui m'ont soutenu dans le truc. Et quelques temps après, je me suis cassé le bras gauche pour un accident malencontreusement qu'on aurait pu éviter. Et ça m'a un peu déçue dans le sens où je pensais avoir trouvé ma voie. Où je me disais, bon, je vais continuer dans cette voie de la musculation, m'entraîner, essayer d'inciter les gens à faire de la muscu, pas forcément pour faire des compétitions, mais pour leur partager que ça apporte beaucoup de choses dans la vie, la musculation, quoi. Et cet accident, je dirais, ça m'a freiné dans mon élan. Parce que j'étais très enthousiaste, moi j'ai pris confiance en moi, quoi. Je me suis dit waouh, j'ai réussi à faire ça, je pense que je vais continuer, j'ai trouvé quelque chose à faire, quelque chose que j'aime en plus, donc je vais continuer. Et là, accident, plâtre pendant 3 mois, kiné, rééducation. C'était un peu dur pour le moral, c'était vraiment dur, je dirais c'était vraiment très dur, mais le fait que ça a été dur pour moi, je ne l'ai pas forcément montré aux autres. Je l'ai gardé pour moi, je l'ai intériorisé, je dirais, parce que je voulais pas déjà que les gens aient pitié de moi, entre guillemets, je dirais. Et je voulais pas non plus faire sentir coupable les gens autour de moi. Donc, j'ai intériorisé cette déception. Mais n'empêche que ça se ressentait quand même. Il y avait des personnes qui ressentaient que j'avais cette déception en moi, quoi. Mais ces personnes-là m'ont vraiment soutenu. C'est pour ça que je disais que pour atteindre des objectifs dans la vie, il faut t'entourer de bonnes personnes, des personnes qui vont te soutenir dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui arrive dans ta vie, et non pas qui vont te blâmer pour des choix que tu as faits. Et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de cet accident. J'étais plâtrée pendant 3 mois, presque cloîtrée au lit. Non, pas vraiment. Parce que je voulais pas non plus, je voulais pas rester dans le lit, je voulais pas rester là, quoi, parce que ça allait me déprimer de rester là toute seule à me demander non, c'est quand que je vais guérir, c'est quand. Donc par moi-même, j'ai pris l'initiative de sortir de chez moi tout en savant à l'avance que les gens allaient
me poser des questions, me regarder, qu'est-ce qui t'est arrivé Or que c'était quelque chose que je voulais, dont je voulais pas vraiment parler, mais je disais juste, non, c'était un accident, il que tu te soignes, va là-bas, va te faire masser, nanani, nanani. Ça m'a fatiguée. Ça m'a un peu fatiguée, mais je me suis dit, non, c'est bon. Tout le monde aura toujours son commentaire à dire de mes choix, même du choix des médecins. Non, va te faire masser, c'est mieux, en 2 semaines, tu es guéri. Mais j'ai dit, j'ai confiance en mon médecin, il m'a dit, on reste avec le plâtre et ça ira. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé, à part le soutien de tes proches? C'était le moral. Et comment justement tu fais, toi, pour te remonter le moral quand tu es en baisse? Je dirais, je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même parce que si je ne vais pas toujours attendre que les autres viennent me réconforter, parce que je leur dis pas toujours forcément ce qui m'arrive, ce que je ressens, ce qui me déçoit, ou s'il y a quelque chose qui m'attriste. Je suis plutôt du genre à garder des trucs pour moi et j'essaie de me convaincre, me convaincre que tout ira bien, que ça va passer, c'est juste un mauvais crap. Et si vraiment j'y arrive pas, que je sens que je touche vraiment le fond, que j'arrive pas à me convaincre moi-même, que j'arrive pas moi-même à me remonter le moral, là je demande de l'aide aux autres. Là je leur raconte. Après ça apaise quoi. Ça tu te sens moins lourde, moins plus apaisée quand tu en parles aux autres. Donc si je récapitule un peu, c'est de se donner le moral, se dire des bonnes choses, des mots réconfortants, hein, et aussi oser demander de l'aide quand on ne peut plus. Oui, c'est ça. Ouais, avoir cette humilité de oh là j'ai besoin d'aide les gars. Oui, aidez-moi là, j'en peux plus. Sortez-moi de là. Ok. Et dis-moi, s'il y avait un grand panneau qu'on affiche quelque part où il y a des milliers de personnes qui peuvent le voir, des millions de personnes, qu'est-ce que tu inscrirais dessus? Très bonne question. J'inscrirais dessus, vas-y, tu peux le faire. Je pense que ça résume tout. Et quel conseil donnerais-tu aux femmes qui nous écoutent ou bien aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Un conseil pour la vie en général ou pour... Pour vivre une vie qui les corresponde, pour être épanouies dans leur définition de l'épanouissement. Déjà, ce serait de choisir de bien être sûr de la voie que tu veux suivre dans la vie. Que c'est vraiment ça que tu veux, que tu n'es pas influencé par les autres ou avoir ta propre vision des choses et les assumer et travailler dur pour y arriver. Et si je rajoute juste un peu à ça, parce que sûrement il y a des personnes qui ne sont pas sûres de ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire selon toi quand ils n'ont pas cette certitude, moi je vais faire ça? Bonne question. En fait, ça m'est arrivé, je dirais, parce que je n'ai pas toujours été sûre de ce que je voulais faire dans la vie. J'étais sûre à un moment donné, c'était ça que je voulais faire. Mais au fur, c'est plus la vie elle-même qui m'a dirigée dans une voie. Par exemple, moi, j'ai fait des études de droit. J'aspirais à être avocate. C'était ça mon objectif quand j'ai eu mon bac. J'ai commencé mes études de droit à l'université. C'était ça. Mais au fur et à mesure du temps, je dirais que finalement, c'est pas vraiment ça que je veux vraiment faire dans la vie, quoi. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps avant de vraiment trouver ce que moi, je voulais faire, moi aussi. Parce que j'ai fait mes études. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une compagnie. J'ai travaillé là, mais
Mais là, je savais que c'était pas ça que je voulais faire dans la vie. Je savais, mais moi, je l'ai dit à mon supérieur à cette époque-là, je lui ai dit, je vous aime bien, mais je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça toute ma vie. Non, j'ai été franche avec lui, je lui ai dit, parce que je me sentais pas épanouie dans le truc. Je lui ai dit, je vais pas rester là, je vais pas rester ici toute ma vie avec vous. Parce que c'était quelque chose que je me sentais pas épanouie dans le truc. Donc, si je reformule un peu ce que tu avais dit tout à l'heure, si toi tu ne sais pas aujourd'hui quelle voie suivre, c'est juste d'abord de t'écouter et de te poser des questions sur ok, je fais ça et pourquoi, et de tenter après peut-être c'est autre chose, c'est d'oser se remettre en question, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que si tu n'essaies pas la chose, toi aussi tu sais pas si est-ce que tu vas aimer ou pas. Au début, tu penses que tu vas aimer. Et après, à toi de choisir, est-ce que tu vas foncer dedans, est-ce que tu te sens, est-ce que cette fois-là t'aspires à quelque chose de mieux, t'aspires à quelque chose de mieux, est-ce que tu penses que cette fois-là t'apporte des choses dans ta vie, que ce soit matériellement ou psychologiquement. D'accord. Et donc, si je comprends bien, Raïssa, c'est que tu as fait plein de choses jusqu'à présent. Hein. Tu as essayé plein de choses et même ta carrière chez l'agence de Blue Angels. Ça aussi. C'était à court terme. Et donc, aujourd'hui, tu es rentrée dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux juste nous parler un peu de c'est quoi, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette confiance en toi de ok, je me lance dans l'entrepreneuriat qui est quelque chose d'assez quand même qui fait peur et surtout dans la mode. Okay. C'est assez drôle, je dirais, de la manière dont ça a commencé parce que je travaillais encore dans la société dont je te parlais où je te disais que je me sentais pas du tout épanouie dans ce travail-là. Et du coup, il m'est venu une idée à la tête. En fait, ma mère, elle a été enseignante toute sa vie, mais elle était couturière aussi. Elle savait coudre. Quand on était petite, elle faisait nos tenues. Moi aussi, je faisais les robes de mes poupées avec les chutes de ces tissus. Mais c'est pas un truc dont elle a fait pour gagner sa vie. Donc c'était plus comme un passe-temps pour elle de faire des nappes de table, des vêtements pour nous, des trucs comme ça. Donc quand elle a décidé, ma mère, d'arrêter l'enseignement, elle a dit, moi je vais coudre des draps, des nappes, des oreillers que je vais revendre. C'était ça son projet. Donc moi je lui ai dit, ça m'est venu comme ça à la tête l'idée, je lui ai dit mais pourquoi tu ne coudrais pas des vêtements et moi je les vendrais sur les réseaux sociaux parce qu'on est à l'ère où tout est sur les réseaux sociaux, tout est en ligne. Elle a dit oui, pourquoi pas. Donc moi là-bas je lui donnais les modèles, fais ça et c'était à moi de vendre. Donc elle était juste là pour produire les trucs et moi pour vendre. On a commencé ça chez nous, dans ma chambre. Et ça a pas mal marché au début. Ça a pas mal marché. Et en fait, il a fallu trouver de l'aide. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'aide parce que elle n'arrivait pas, elle pouvait pas être là 24 heures sur 24 à coudre. Alors qu'elle elle devait aussi s'occuper de la maison, entre autres parce que on n'avait pas de femme de ménage à la maison. On faisait toujours, on a toujours fait nous par nous-mêmes. D'accord. Donc il a fallu chercher quelqu'un pour l'aider. Embaucher quoi. Embaucher quelqu'un.
C'est parti de là, l'histoire de Tendancia, en fait. Donc là, j'ai décidé, bon, je vais ouvrir une page, parce que j'avais pas encore de page au début. Ouais. Je vais ouvrir une page. Je vais chercher au début, les modèles, c'était mes amis. Hein. Fallait pas chercher loin, quoi. Parce que dans le truc, c'était, je me suis lancée là-dedans vraiment pour aider ma mère à la base. Ouais. C'était pour elle, pour lui donner un travail qu'elle aimait, parce que je savais qu'elle aimait la couture. C'était vraiment à la base pour elle. Mais au fur et à mesure du temps, on a vu que il y avait un potentiel dans ce projet-là. Et moi, à l'époque, je travaillais encore pour quelqu'un. J'avais encore mon autre travail. Ouais. Donc, je dirais quelques mois, je dirais un an. Un an après avoir commencé ce projet avec ma mère, j'ai décidé de quitter mon travail pour vraiment me concentrer sur Tendancia. Ma mère, au début, elle était très réticente. Non, mais comment tu vas faire? Tu sais même pas si ça va marcher. Je pense pas que ce soit... Elle était très réticente à l'idée, mais elle m'a pas empêché de le faire. J'ai dit non, si je veux que ça marche, il faut que je me concentre sur ça. Il faut que je m'y donne à 100%. Il faut que je m'investisse là-dedans. Parce que là, je peux pas faire un travail ici et avoir juste 10% de mon temps sur ce projet-là. Donc, c'est en gros pour ça que j'ai quitté mon travail pour me lancer dans ce projet-là. Et il m'en a fallu du temps pour faire le saut, quoi. Ok, j'avais plein de questions, plein de doutes. J'ai pas d'option B là. Si ça marche pas, il va falloir que... Est-ce que je vais trouver un autre travail? Mais je regrette pas. Ça va. Je regrette pas d'avoir fait ce choix-là. T'en es fière? Oui, j'en suis très fière. Et maintenant, vous embauchez combien de personnes? Parce que c'est parti de la maison. Non, maintenant, c'est parti de la maison. Maintenant, ma mère, c'est elle la boss. C'est elle la boss dans l'atelier de couture. Là, c'est elle c'est elle la boss. Ouais. Moi, je prends juste les décisions, ce qu'il y a à faire, je la dirige un peu, mais tout ce qui est pour superviser l'atelier en général, c'est elle. Et heureusement que je l'ai dans ma vie, parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc, je peux lui laisser l'atelier les yeux fermés, je dirais. Et là, actuellement, j'ai une quinzaine de filles qui travaillent pour moi. Toutes des filles, pour le moment. J'ai une quinzaine de filles qui travaillent pour moi. Et c'est un grand challenge de diriger des personnes, d'avoir des employés. C'est pas facile tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu te tracasses pas, quoi. Où y a pas, je dirais pas, il n'y a pas un jour où tu n'es pas tranquille, mais c'est un grand challenge. Il y a un challenge tous les jours à relever. C'est un challenge tous les jours à relever. Et justement, quels sont les conseils que tu pourrais donner à toutes ces femmes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là? Ou bien à ces hommes aussi qui nous regardent aujourd'hui? Je leur dirais d'abord, c'est de croire en eux-mêmes. Parce que si toi-même, tu n'y crois pas en toi, que tu es capable de le faire, personne ne va le faire à ta place. Ça, il faut que tu y crois, tu te dis non, je vais y arriver, c'est pas facile. Ouais. Je vais travailler, ça va être dur, mais je vais travailler dur pour que ça marche. C'est tout. Il n'y a pas de miracle en fait. Il faut travailler. C'est ça, tu dois travailler. Parce que les gens ils vont pas je dirais pas les gens, mais la vie ne va pas te faciliter la tâche, quoi. Tu auras toujours des bâtons dans les roues, tu auras des moments de doute, tu auras des frustrations, tu auras des échecs, tu auras des déceptions, mais ce sont toutes ces choses-là qui vont
qui vont t'amener à faire de plus grandes choses, il faut juste en tirer des leçons. C'est l'engrais. C'est l'engrais. Oui, c'est l'engrais. C'est l'engrais. Parce que si tu réussis facilement, là, il n'y a pas de... C'est pas bon, quoi. Si tu réussis facilement, là, ah non, ah, j'ai déjà fini. Ouais, c'est pas... Il faut que tu sues, il faut que tu transpires, il faut que tu souffres. Comme ça, tu goûtes ouais, c'est ça la réussite, là. Voilà. Ah, c'est comme si tu étais dans un désert, là, que tu marches pendant, je sais pas, 4 jours, et là, tu vois de l'eau. Ah, l'eau n'a jamais été aussi bonne de toute ta vie. C'est ça. Ah, c'est super ça. Merci pour ce partage. Et dis-moi, si tu devais remercier quelqu'un aujourd'hui, qui tu remercierais ou quoi? Je remercierais mes parents parce qu'ils ont toujours été là pour moi, pour me soutenir malgré les bêtises, les mauvais choix, malgré tout ce qui m'est arrivé dans la vie, ils ont toujours été là pour moi. Donc c'est à eux. Quel est le dernier message que tu veux laisser à nos spectateurs et spectatrices aujourd'hui là? Je leur dirais, tout n'est pas facile dans la vie, mais il faut garder la foi et avoir un moral d'acier, quoi. Il faut avoir la niaque, faut pas se laisser abattre. Il y a plein de gens qui, dis-toi juste qu'il y a d'autres personnes ailleurs qui passent par des phases plus pires que là où tu en es là. Donc tu peux te relever. Si les autres ont pu se relever de n'importe quel échec dans la vie, toi aussi tu peux le faire. Alors, la petite signature du podcast. Je trouve que tu es une femme puissante, forte. Tu as du caractère, tu as aussi des tripes. Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Je dirais que oui. Donc, pour nos spectatrices et spectateurs aujourd'hui, Raïssa, c'est son jour de DPA aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une femme accomplie. Elle attend son deuxième enfant. Elle a trouvé un homme qui lui correspond, un homme qu'il aime et qu'elle aime. Et donc, pour vous dire que peu importe ce que vous avez vécu, comme elle a dit tout à l'heure, c'est de continuer et de croire en soi et de croire en l'avenir meilleur. C'est ça. D'accord. Ah, merci. Ah, de rien.